Jérôme Hatton, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondateur du Pixel Museum. On va parler forcément jeux vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les enjeux aussi pour la capitale bruxelloise. Mais d'abord, c'est quoi le Pixel Museum? Alors, le Pixel Museum, c'est le musée du jeu vidéo et des loisirs connectés. Et ça se situe où exactement? Alors, à Tour et Taxi, donc sous les sheds. Et donc, il y en a qui sont déjà venus peut-être. On était temporairement à l'hôtel des douanes le temps qu'on fasse les travaux. Aussi à Tour et Taxi, donc? Toujours à Tour et Taxi. Donc, le musée a été créé en France Ok. il y a 4 ans maintenant. Il a fait 3 ans en France. Et le bâtiment qu'on avait n'était pas compatible avec le Covid. Et donc, on a décidé de le déménager à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce musée? Il raconte quoi? C'est l'histoire du jeu vidéo, c'est ça? Alors, c'est à la fois l'histoire du jeu vidéo, donc on a essayé de faire un parcours chronologique pour montrer, ça fait quand même 50 ans, voire un peu plus, avec des expérimentations, que le jeu vidéo existe, et aussi la possibilité de jouer. Et on milite un peu pour expliquer, comme aux États-Unis, que le jeu vidéo, c'est le 10e art. Et du coup, il cumule les 9 premiers en rajoutant une touche interactive. Donc, dans le parcours, on essaie de montrer qu'il y a de l'architecture, il y a du graphisme, il y a de la musique. Et donc, tous les autres arts sont représentés dedans. Ça fait 1 an que le musée Et est à Bruxelles. tout à fait. Il est temporaire ou il a vocation à durer, à déménager ou pas? Ah non, donc maintenant il a trouvé son endroit définitif. On a fait d'énormes travaux et c'est un musée permanent. Par contre, on a des expositions temporaires, donc il y a à peu près 30% de la collection qui tourne tous les 3 mois actuellement. Et encore pour quelques jours, on a l'exposition de James Bond, donc à la fois des objets James Bond et tous les jeux vidéo issus de la licence pour la sortie On essaie de suivre l'actualité et on avait eu les Pokémon avant et on essaie voilà, de toujours proposer. Il y a beaucoup de gens qui reviennent régulièrement. On a même mis en place des abonnements à l'année maintenant. Comme on peut beaucoup jouer, les bornes d'arcade tournent aussi beaucoup. Et donc, là, on essaye de proposer tout le temps des choses nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est maintenant de se focaliser aussi sur tout ce que permet le jeu vidéo, sur tout l'univers qui est autour. Hein. Vous dites, hein, vous parlez de 10e art. Est-ce que vous avez l'impression que parfois c'est un secteur qui est mal vu, qui est rabaissé? Est-ce qu'il y a une sorte de critique envers le jeu vidéo en disant c'est peut-être que des geeks qui s'intéressent à ça ou pas? Oui, bah, il y a toujours Miyamoto, le grand créateur de Mario, disait qu'avant c'était le rock'n'roll. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était les jeux de rôle, c'était des trucs qui abrutissaient les jeunes, le rap. Le jeu vidéo, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer, puisque tout le monde a une histoire avec le jeu vidéo. Et donc, effectivement, c'est un peu comme le cinéma. Il y a entre les films de kung-fu et les films d'art et d'essai, il faut trouver son jeu. Et évidemment, il y a des dérives. Hein. Jouer 20 heures par jour, c'est pas bon. Mais regarder la télé 20 heures par jour, ou voire même faire du sport 20 heures par jour, c'est pas bon. Donc, il faut se cadrer. Et puis, le jeu, maintenant, c'est quelque chose de vraiment très, très vaste. On peut trouver tout le monde joue sur son téléphone. Les gens ont oublié, mais le solitaire ou le démineur sous Windows, il y a une époque où au bureau, tout le monde jouait aussi. Donc, on est quand même dans le pays qui a fait de la BD un art. Et donc je pense que les Belges, puisque je suis français, le musée a été créé en France, ont quand même un regard un peu moins critique que d'autres pays comme la France, par Et exemple. justement, c'est quel type de visiteurs qui viennent dans le musée? Est-ce que c'est un public plutôt nostalgique? Est-ce que c'est un public qui s'intéresse? C'est quoi comme type de En public? fait, c'est un peu tout. Et même moi, voilà, j'ai l'idée, ça fait 30 ans que je travaille sur l'ouverture de ce musée. C'était vraiment pour un peu combattre certaines idées reçues. Et on en a tous, et j'en avais aussi. Et je suis vraiment surpris par le nombre de seniors. Et il y a beaucoup de gens de 80, 90 ans qui ont aussi une histoire avec le jeu vidéo. Il y a probablement le premier e-sportif de l'histoire qui m'a apporté sa coupe, monsieur de 80 ans qui a gagné la coupe sur Pac-Man en 1982, le premier championnat du monde. Et il avait une coupe sur sa cheminée qui m'a apporté pour le mettre au musée. Et oui, il y a vraiment, comme on disait, Tintin 7 à 77 ans, mais c'est encore plus large que ça, quoi. En général, c'est quoi les premiers souvenirs qu'ont les gens? C'est quelle peut-être pièce qui marque le plus les esprits dans le musée, où les gens s'arrêtent le plus longtemps? Alors, il y a beaucoup la micro, puisque les gens ont découvert souvent donc je parle pour les parents, le Commodore 64, l'Amiga, l'Atari ST, ce genre de choses. Et donc, comme il existe déjà des musées de l'informatique, j'ai pas énormément d'ordinateurs, j'ai pas voulu, mais je suis en train de l'étendre parce que si justement ils trouvent pas leur premier ordinateur, ils sont un peu déçus. On a beaucoup les Game Watch, notamment le Donkey Kong que beaucoup de gens ont eu. Et puis après, c'est la NES, la Mega Drive, toute cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est notre question principale, est-ce que vous avez l'impression que le jeu vidéo peut justement créer énormément d'emplois? Est-ce que c'est vecteur d'emploi? Est-ce qu'il faut encore renforcer ça ou pas?
Alors oui, tout à fait. Déjà le jeu vidéo, c'est très vaste et il y a un certain nombre de choses qu'on appelle notamment le serious game, où il y a plusieurs studios là en Belgique, hein. Déjà il y a des studios de jeux traditionnels et il y a des studios dans le serious gaming. Nous on travaille beaucoup, je suis aussi directeur de Ludus Academy, qui est une école de programmation de jeux vidéo. Et on a beaucoup travaillé dans la santé, notamment pour gérer la douleur de l'enfant, mais ça peut être pour comprendre les institutions, donc il y a énormément de jeux vidéo qui sont pas que pour le divertissement. Et là, la Belgique est plutôt bien placée. Il y a un savoir-faire. On s'est raconté les histoires, hein. La place de la Belgique dans la BD, c'est pas pour rien. Et donc, il y a un certain nombre de choses, mais qui sont peut-être pas les gros monstres. C'est un peu voilà, comme Hollywood et les petits studios indépendants, le cinéma belge. On a beaucoup de petits jeux vidéo qui ont à peu près cette même échelle. Et là, il y a de l'emploi. Les élèves, donc c'est 8 ans que j'ai cette école en Belgique et tous mes élèves trouvent du travail. Pas forcément dans le jeu vidéo, puisque l'informatique, c'est large, les concepts sont les mêmes. Mais il y a une demande, notamment dans l'ergonomie, dans cette recherche. Dans une voiture actuellement, si on regarde les tableaux de bord, ça s'approche de plus en plus d'un jeu vidéo. Est-ce que du coup c'est facile de programmer un jeu vidéo? Ça demande combien de temps de formation pour pouvoir travailler comme ça en coulisses d'un jeu? L'école, c'est 3, 5, 8 ans. Ok. Idéal, 3 ans, c'est le minimum. 5 ans, c'est bien. 8 ans, c'est vraiment pour les gens qui veulent. On est dans un doctorat, donc vraiment dans la recherche. Mais 3 ou 5 ans, c'est à peu près. Il faut à la fois savoir programmer, mais il faut aussi avoir des notions de game design, il faut d'ergonomie, de base de données. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses pour pouvoir être indépendant. Donc oui, prend du temps. Est-ce qu'aujourd'hui au niveau légal, est-ce qu'il manque des aspects ou est-ce que vous vous dites il y a assez de soutien des pouvoirs publics ou pas du tout? Il faudrait renforcer encore l'ensemble du soutien envers cette industrie. On se dit ok c'est bon, c'est une industrie qui tourne et qui va se développer toute seule. Il n'y a pas une industrie, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aide, donc je ne vais pas dire non. Après, elle n'a pas forcément besoin d'une aide particulière. Je pense qu'on a par contre besoin de faire de la pédagogie. C'est d'ailleurs pour ça que le Pixel Museum existe. Comme je disais, chacun doit trouver son jeu. Je pense qu'on a fait beaucoup de prévention sur le fait qu'on ne regarde pas un film interdit au moins de 18 ans lorsqu'on est un enfant. Il n'y a pas encore, je pense, cette culture dans le jeu. Et on met des jeux inadaptés aux enfants. Il y a des gens qui jouent à GTA, qui est un très grand jeu, personne ne va le redire, mais quand on a 5 ans, c'est comme de regarder Orange Mécanique à cet âge-là. C'est pas adapté, c'est pas bon. Et je pense que là, il faut vraiment faire de la pédagogie, je dirais plus euh, à Monsieur Tout le Monde et aux enfants sur justement l'image, la violence qu'il peut y avoir, et dire que c'est pas des mauvais jeux, que c'est juste des jeux pas adaptés à tel âge, quoi. Quelle évolution vous constatez au cours des 20 dernières années? Est-ce que le jeu a énormément évolué depuis 2000? Depuis 2000, il y a eu quelques étapes. Beaucoup de gens pensent que la VR ou la R, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour ceux qui n'ont pas les acronymes, c'est l'avenir. J'y crois personnellement pas trop, parce que je pense qu'au contraire, on a besoin de jouer ensemble, de se voir. Je pense que le succès de la Wii le montre. Ça a pu remettre des générations ensemble, parce que la Wiimote était simple. Je pense que le il n'y a pas eu beaucoup de révolution. Les PlayStation, elles sont juste plus puissantes les unes les autres. Nintendo essaye de faire des choses intéressantes. Je pense que le modèle hybride de la Switch, de jouer dans le salon, de jouer tout seul et de continuer le même jeu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais justement, on a besoin vous parliez de l'aide, comment aider les gens. Je pense qu'il faut trouver les jeux de demain. Mais le jeu, au sens propre, n'a pas beaucoup évolué non plus depuis 300 ans. Les échecs, les règles sont les mêmes. Donc il n'y a pas de raison forcément qu'on réinvente les choses. La BD, c'est pareil, n'évolue pas. Par contre, il faut trouver des idées nouvelles et des idées originales. Et ça, par contre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. À quoi on peut s'attendre du coup pour les 20 prochaines années au niveau du jeu vidéo? Quelles sont les prochaines évolutions qui vont arriver ou les nouvelles créations qui sont attendues? Moi, je crois beaucoup à l'holographie. Effectivement, je pense qu'on a besoin de se voir. Donc, s'isoler sous un casque avec des choses compliquées, ça me semble difficile. Par contre, dès qu'on aura effectivement pouvoir avoir des objets qui se matérialisent, on a vu beaucoup aussi avec les Skylanders, les Amiibo, avoir un jeu vidéo plus des objets physiques et interagir avec. Donc je pense qu'il y a à la fois le côté collectionneur où on a tous de petits objets, et puis le côté on a besoin de toucher les choses. Donc je pense que on va continuer dans ces voies-là. Pour clôturer cette interview, est-ce que vous pouvez nous rappeler où se trouve du coup le Pixel Museum et où est-ce qu'on peut vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux ou Alors, sur Internet? donc c'est www.pixel-museum.brussels. Donc on est à Tour et Taxi dans les caves des Sheds. Maintenant, ça n'a pas toujours été très très bien fléché. Maintenant, il y a une belle signalétique, donc là on nous trouve facilement. Merci beaucoup Jérôme Hatton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Avec plaisir. fondateur du Pixel Museum.